Alors, comment est-ce qu'on passe de la scène d'un concert de rock à la tête du plus grand accélérateur de particules du monde? C'est une bonne question, non? Eh bien, aujourd'hui, on va justement explorer le parcours assez incroyable du physicien Brian Cox pour essayer de comprendre les plus grands mystères de notre univers. Bon, alors regardons ça de plus près. On a là deux vies qui semblent n'avoir absolument rien à voir. D'un côté, une rockstar, un tube numéro 1, des tournées avec des légendes comme Jimmy Page, et de l'autre, un professeur de physique des particules, super respecté, qui passe son temps à explorer la nature même de la réalité. Eh bien, c'est la même personne, Brian Cox. Au départ, ça devait être juste une année sabbatique, une petite pause. Sauf que ça s'est transformé en une carrière musicale de 5 ans. Il a enregistré des albums à Los Angeles, il a fait des tournées mondiales. Tout ça en gardant en tête son projet initial, faire de la physique. C'est seulement après toute cette aventure qu'il est retourné sur les bancs de l'université pour se lancer pour de bon. Ok, donc on passe de la musique à la physique. Mais concrètement, comment des scientifiques comme lui font-ils pour explorer un monde qui est, tout simplement trop petit pour être vu? La réponse, c'est qu'ils construisent des outils d'une puissance qu'on a du mal à imaginer. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale. Un proton, c'est tellement, tellement petit, comment est-ce qu'on peut bien regarder ce qu'il y a dedans? Évidemment, on ne peut pas prendre un microscope classique, non, il faut carrément inventer une toute nouvelle façon de voir. En fait, l'idée de base n'est pas si nouvelle que ça. Elle remonte à plus d'un siècle, avec un certain Ernest Rutherford. C'est un peu comme si on était dans une pièce toute noire et qu'on jetait des balles de tennis contre un objet inconnu. En écoutant comment les balles rebondissent, on peut commencer à deviner sa forme. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il a découvert le noyau de l'atome. Le truc, c'est que les outils qu'on a aujourd'hui, comme le fameux grand collisionneur d'hadrons, le LHC, ce sont ni plus ni moins les héritiers directs de cette expérience. Le principe reste le même, on fracasse des choses les unes contre les autres pour voir de quoi elles sont faites. Sauf que l'échelle, elle, est devenue, disons, cosmique. Pour se faire une idée, il faut imaginer que les protons, dans cet anneau de 27 km, ils font 11 000 tours par seconde. C'est juste dingue. L'énergie est absolument colossale. On pousse la matière à une vitesse si proche de celle de la lumière que le temps lui-même se met à ralentir pour ces particules. Et quand on provoque une collision comme ça, en fait, il y a deux buts. Le premier, c'est de tout casser, un peu comme Rutherford, pour voir les briques de base de la matière. Mais le deuxième, c'est de créer de nouvelles choses. Grâce à la fameuse équation d'Einstein, E égale mc², toute l'énergie de la collision peut se transformer en nouvelles particules. Des particules qui, pour la plupart, n'existaient plus à l'état naturel depuis les tout premiers instants de l'univers. Et justement, cette capacité incroyable de créer de la matière à partir de l'énergie, eh bien c'est ça qui a mené à l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, découverte de la physique moderne. Presque 50 ans, c'est fou, non? Il faut s'imaginer une idée purement théorique, sortie de calculs mathématiques, qui doit attendre un demi-siècle avant d'être confirmée. Ça donne une idée de la patience et de la ténacité qu'il faut avoir dans ce domaine de recherche. Alors, pourquoi c'était si important? En gros, le boson de Higgs, c'est la particule qui est liée à un champ qui donne leur masse à presque toutes les autres. Sans ce champ, les électrons, les quarks, tout ça, ça filerait à la vitesse de la lumière. Impossible de former des atomes, et donc pas de planète, et pas de nous. Et ça illustre parfaitement cette citation. Le fait qu'une construction purement mathématique, juste des équations sur un tableau noir à la recherche de symétrie et d'élégance, que cette idée puisse prédire avec une précision pareille un truc aussi fondamental sur notre réalité, c'est juste hallucinant. La découverte du Higgs, ça a été un triomphe total. Mais au lieu de refermer le livre de la physique en se disant « ça y est, on a tout compris », ça a fait tout le contraire. Ça a ouvert un tout nouveau chapitre. Et celui-là est rempli de mystères encore plus profonds. Alors voilà où on en est. D'un côté, on a le modèle standard. C'est une théorie d'une précision folle qui décrit absolument tout ce qu'on peut voir et toucher. Et de l'autre, des énigmes gigantesques. Tenez-vous bien, tout ce qu'on connaît, tout ce que le modèle standard décrit, ça ne représente que 5% de l'univers. Le reste, les 95% qui manquent, c'est un mystère total. Et c'est ça, le grand défi actuel. Beaucoup de théories super prometteuses, comme la supersymétrie, prédisaient qu'on allait trouver tout un tas de nouvelles particules au LHC. On s'attendait à un feu d'artifice de découverte. Et le résultat? Rien. Le silence radio. Le modèle standard fonctionne, mais il fonctionne presque trop bien. Du coup, les physiciens se retrouvent un peu sans piste. Prenons un des plus grands mystères, ce qu'on appelle la matière noire. Mais en fait, comme le dit Brian Cox, il vaudrait mieux parler de gravité sombre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit aucune matière. Ce qu'on mesure, c'est un effet de gravité en plus.
On voit que les galaxies tournent beaucoup trop vite par rapport à la matière visible qu'elles contiennent. Donc il y a bien quelque chose là, mais sa nature reste une énigme totale. Alors face à toutes ces questions vertigineuses, on peut se demander pourquoi des scientifiques comme Brian Cox passent-ils autant de temps à expliquer tout ça au grand public? Eh bien, la raison est à la fois très pratique et philosophique. Il y a eu une période où les gouvernements ont commencé à couper dans les budgets de la recherche en se disant que, bon, ça n'intéressait personne. Ça a été un vrai électrochoc pour la communauté scientifique. Ils ont compris que pour que la science puisse avancer, il faut que le public comprenne sa valeur et son importance. Mais ça va même plus loin que ça. C'est ce que disait le grand physicien Richard Feynman. La science, au fond, c'est une méthode pour gérer l'ignorance. C'est une façon de poser des questions et d'être à l'aise avec le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Et partager cette démarche, cette liberté de penser, c'est un devoir fondamental pour protéger une société rationnelle. Et au bout du compte, toute cette immense quête scientifique, ça nous ramène à la question la plus humaine de toutes. C'est la question que Brian Cox pose toujours au début de ses conférences. La science ne donnera peut-être jamais la réponse définitive, mais elle nous offre le plus beau, le plus grandiose des décors pour simplement y réfléchir.